19 août 1943, 9h47 du matin, 4274 mètres au-dessus du port de Munda, île Salomon. Les mains du lieutenant de première classe Robert McClure sont blanches contre la manette des gaz, les jointures rigides tandis qu'il regarde l'appareil ennemi s'éloigner en vol horizontal, sans monter, sans descendre, simplement en accélérant. Son F4U Corsair, numéro de série 02417, embarque 2000 chevaux du moteur à piston, le plus puissant que l'Amérique puisse construire. Le fabricant lui a promis 660 et 11 km/h. Le tableau de bord lui a promis une supériorité en altitude. Le briefing tactique lui a promis une domination technologique sur tout ce que les Japonais pourraient se déployer. Mais le chasseur Mitsubishi A6M, 0 devant lui, propulsé par seulement 1130 chevaux et construit en aluminium plus léger que le blindage de son cockpit, est tout simplement en train de le distancer. L'indicateur de vitesse de McClure tremble à 592 km/h. La distance avec le zéro augmente. Derrière lui, la voix de l'enseigne Charlie Watts grésille dans la radio. D'abord l'incrédulité, puis la frustration, puis ce ton professionnel et sec qui masque la peur. Ils auraient dû les rattraper. Les calculs disaient qu'ils le feraient, mais les calculs tracés dans le Connecticut ne tiennent pas compte de la densité de l'air tropical à l'altitude de combat. Et l'ingénierie optimisée pour des interceptions théoriques de bombardiers à 7600 mètres ne se traduit pas dans les altitudes moyennes brutales où la guerre du Pacifique se livre réellement. McClure regarde le zéro se fondre dans la brume au-dessus des crêtes verdoyantes de Nouvelle-Géorgie. Son moteur est froid. Sa pression d'admission est parfaite. Chaque jauge indique des valeurs normales. Pourtant, il est trop lent, là où la vitesse est la seule monnaie qui compte, et quelque part, dans la machinerie huilée qui tourne à 4 mètres devant son cockpit, la promesse de l'ingénierie américaine est en train d'échouer. Ce n'est pas une histoire d'hommes braves ou d'ennemis lâches. Ce n'est pas une histoire de tactique, de courage ou de caractère national. C'est l'histoire du moment où l'arrogance institutionnelle entre en collision avec la réalité physique, où les spécifications rédigées dans des bureaux climatisés rencontrent les lois immuables de la dynamique des fluides, et où la volonté d'un homme de transgresser les règlements a sauvé des centaines de vies en reconnaissant une vérité que le système refusait de voir. À l'été 1943, le F4U Corsair était devenu le symbole de la suprématie technologique américaine dans le Pacifique. Vought Aircraft l'avait conçu autour du moteur Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, 18 cylindres, produisant 2000 chevaux, plus que n'importe quel chasseur en service. La conception à aile en double inversé, une solution élégante au problème de garde au sol pour l'hélice Hamilton Standard massive de 4,7 m, était devenue iconique. Lors des vols d'essai depuis Stratford, Connecticut, le Corsair atteignait 660 et 11 km/h et grimpait à 6096 mètres en 7 minutes. Les aviateurs de la Navy l'appelaient le chasseur le plus puissant qu'ils aient jamais piloté. Mais, entre juin et août 1943, les escadrons de Marines pilotant des Corsairs depuis Henderson Field et Munda affichaient des ratios de victoire d'à peine 1,3 contre 1 face aux chasseurs japonais. Les pilotes rapportaient le même phénomène encore et encore, des zéros accélérant en vol horizontal aux altitudes de combat entre 3000 et 4500 mètres, sans les surpasser en manœuvre, sans les surpasser en montée, simplement en distançant l'appareil qui, sur le papier, aurait dû être plus rapide de 129 km/h. 3 Corsairs furent perdus en août dans des situations où une vitesse supérieure aurait dû permettre la fuite. 7 autres revinrent avec des dommages de combat subis pendant des engagements qui n'auraient jamais dû durer assez longtemps pour que l'ennemi marque des coups. Et les officiers du renseignement des escadrons, comparant les rapports de pilotes aux spécifications capturées des zéros, ne pouvaient trouver aucune explication. Les chasseurs japonais n'avaient pas été modifiés. Ils ne portaient pas de moteur secret. Ils battèrent simplement les avions américains dans la seule chose que les avions américains étaient censés dominer.
Le major Robert Owens du VMF 215 documenta la crise après un engagement désastreux le 7 août au-dessus de la baie de Rekata, 12-0 contre son escadron. Des corsaires plongeant depuis une altitude supérieure, l'énergie et les tactiques en leur faveur, mais incapables de maintenir la poursuite quand les chasseurs japonais se stabilisaient à 3657 mètres. 3 corsaires revinrent endommagés. Un pilote, le sous-lieutenant de 2e classe James Morrison, ne revint pas du tout. Owens écrivit dans son rapport d'action avec une colère à peine contenue « Nous aurions dû les rattraper. Le manuel de l'appareil dit que nous sommes plus rapides, mais nous ne n'étions pas plus rapides là où ça compte. » Il joignit des relevés de vitesse, des données d'altitude, des journaux de performance moteur. Tout montrait que les corsaires fonctionnaient dans des paramètres normaux, tout sauf le résultat. Le Bureau of Aeronautics de la Navy à Washington reçut des copies de ces rapports. Des ingénieurs examinèrent les données. Des pilotes d'essai à la station aéronavale de Patuxent River effectuèrent des vols d'évaluation. Ils ne trouvèrent rien d'anormal. Au niveau de la mer, les corsaires étaient effectivement plus rapides que les Zéros. À 7600 mètres, l'avantage de performance était encore plus prononcé. L'appareil répondait aux spécifications. Le problème, s'il y en avait un, devait venir de la technique de pilotage ou de l'exécution tactique. Donc, la réponse officielle fut de recommander une formation supplémentaire et une adhésion plus stricte à la doctrine de combat énergétique. La solution, selon des hommes qui n'avaient jamais affronté un Zéro au combat, était que les pilotes pilotent simplement mieux. Mais sur la piste de Munda, où la piste de corail miroitait dans la chaleur équatoriale et où les mécaniciens travaillaient durant des nuits éclairées par les raids de bombardement japonais, le sergent d'état-major Jim Lefferts voyait quelque chose de différent. Lefferts avait 31 ans, originaire de Tutte, Indiana, une ville si petite qu'elle n'apparaissait pas sur la plupart des cartes. Il avait grandi en réparant du matériel agricole, des moteurs diesel, des batteuses et des pompes, le genre de machine qui devait fonctionner parce que la survie d'une famille en dépendait. Il s'était engagé dans les Marines en 1941 et avait échoué à l'école de pilotage en raison de problèmes de perception de la profondeur. La Navy ne voulait pas de lui dans un cockpit. Alors ils firent de lui un chef d'équipe à la place et en 1943, il avait accumulé 4200 heures de maintenance sur des moteurs radio. Il pouvait diagnostiquer un givrage de carburateur au son d'un moteur au ralenti. Il pouvait prédire une panne de magnéto 3 volts avant qu'elle ne survienne. Et il avait assisté à 7 services commémoratifs pour des pilotes dont les appareils, selon toutes les spécifications et inspections, fonctionnaient parfaitement. Lefferts remarqua ce que les ingénieurs du Connecticut n'avaient pas remarqué. Les corsaires revenant de combat à 4572 mètres tournaient plus froid que prévu. Pas de surchauffe, ce qui indiquerait un stress moteur, mais plus froid, ce qui suggérait que le moteur produisait une puissance qui n'était pas convertie en travail. Il commença à tenir des journaux détaillés, relevés de vitesse, recoupés avec le régime moteur, la pression d'admission, la température d'huile, l'altitude. Le schéma émergea lentement sur 3 semaines d'observation minutieuse. À l'altitude de combat, les corsaires perdèrent entre 56 et 72 km/h de vitesse potentielle. Les moteurs allaient bien, les cellules allaient bien. Le problème était l'hélice. Hamilton Standard avait optimisé son hélice hydromatique à 3 pales pour les opérations à haute altitude, l'hypothèse d'ingénierie raisonnable en 1941 quand le Corsair fut conçu, était que les futurs combats aériens se dérouleraient à 7600 mètres ou plus, où les bombardiers américains opéreraient et où les intercepteurs allemands devraient grimper pour les rencontrer. Le pas de pale de l'hélice, fixé à 47,5 degrés au rayon effectif, était parfait pour l'air raréfié. Dans l'atmosphère dense entre 3000 et 4500 mètres, il étouffait. Comme un camion coincé en vitesse élevée essayant d'accélérer à partir d'un feu rouge, l'hélice ne pouvait pas mordre efficacement dans l'air épais. Le moteur tournait. La puissance était générée.
mais la poussée était perdue. Lefferts comprenait cela parce qu'il avait passé son adolescence à travailler avec du matériel agricole où les mêmes principes s'appliquaient. Une lame de batteuse réglée au mauvais angle tournerait inutilement, peu importe la puissance que le moteur diesel fournissait. La solution était simple en concept, réduire le pas de pale d'environ 2,5 degrés. À 45 degrés au lieu de 47,5, l'hélice mordrait efficacement dans l'air dense, convertissant les chevaux-vapeur en mouvement vers l'avant. La vitesse récupérée, selon ses calculs utilisant une règle à calcul et des formules aérodynamiques de base, serait d'environ 64 km/h. Mais il y avait un problème. Les règlements militaires interdisaient formellement les modifications de terrain aux hélices. Les unités Hamilton Standard étaient des propriétés du gouvernement, fabriquées selon des tolérances précises et certifiées pour des paramètres de performance spécifiques. Les modifications non autorisées constituaient une destruction de matériel militaire, une infraction passible de cour martiale. Si une hélice modifiée défaillait et causait un accident, le mécanicien responsable pouvait faire face à des accusations d'homicide involontaire. Si elle fonctionnait, mais était découverte avant de prouver sa valeur, la modification serait classée comme sabotage. Lefferts n'avait aucune autorité, aucune approbation officielle et aucune protection si les choses tournaient mal. Il n'avait pas non plus le choix. 7 services commémoratifs, 7 pilotes, 7 hommes qui avaient tout fait correctement, mais étaient morts parce que l'équipement ne fonctionnait pas là où la guerre se livrait réellement. Dans la nuit du 12 août 1943, Lefferts et 2 mécaniciens de confiance, le caporal Eddie Brinks de Philadelphie et le soldat de première classe Tommy Hong de San Francisco, commencèrent à travailler sur l'appareil numéro de série 02417, assigné au lieutenant de première classe Bob McClure. Ils choisirent l'avion de McClure parce qu'il était programmé pour une patrouille de routine le lendemain matin. Pas une mission de combat, ce qui fournirait le temps d'évaluer la modification avant de la risquer en action. Ils travaillèrent donc sous des bâches montées pour bloquer la lumière qui pourrait attirer les bombardiers japonais. La queue du Corsair fut levée sur cric. L'hélice de 59 kg fut soigneusement retirée. Le moyeu Hamilton Standard massif déconnecté de la réduction. Chacune des 3 pales, 4,7 m d'aluminium usiné, fut alors soumise à un processus qu'aucun manuel n'autorisait et qu'aucun règlement n'anticipait. Utilisant un chalumeau à acétylène portable emprunté au bataillon de construction des Seabees, ils chauffèrent la racine de chaque pale à 204 degrés Celsius. Pas assez chaud pour affaiblir l'intégrité structurelle de l'aluminium, mais suffisant pour le rendre malléable. La température devait être précise, trop froide et le métal ne se plierait pas, trop chaude et la structure cristalline défaillirait, créant des fissures de contrainte invisibles qui causeraient une défaillance catastrophique à haut régime. Lefferts surveilla chaque pale avec un pyromètre emprunté à la salle des machines d'un destroyer de la Navy, regardant l'aiguille se maintenir stable à 204 degrés pendant exactement 6 minutes par pale. Puis vint le pliage. Utilisant une clé à pipe de 9 mètres, du genre utilisé pour le travail de forage pétrolier, ils appliquèrent un couple contrôlé pour tordre chaque pale précisément de 2,5 degrés. Le système de mesure était improvisé, un gabarit en bois construit à partir de caisses récupérées, marqué d'incréments de degrés calculés à partir de tables trigonométriques et vérifié en visant le long du bord d'attaque de la pale contre un fil à plomb sous la lumière d'une lanterne. Chaque pale fut pliée, mesurée, refroidie, remesurée et si nécessaire réchauffée et ajustée jusqu'à ce que toutes les 3 correspondent à un dixième de degré près. Le travail était épuisant. Brinks, ancien métallurgiste, maniait la clé à pipe. Hong, qui avait étudié l'ingénierie à UC Berkeley avant la guerre, gérait les calculs et les mesures. Lefferts supervisait, vérifiant et revérifiant, conscient que toute erreur pourrait tuer un pilote ou les envoyer tous les 3 au cachot. À 03h40 le 13 août, l'hélice était terminée. Les pales avaient à l'air neuves d'usine.
Le pas, invisible à une inspection superficielle, avait été transformé. Ils réinstallèrent l'hélice, serrèrent les boulons de montage selon les spécifications et nettoyèrent toute trace de leur travail. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir au-dessus des îles Salomon, Lefferts s'assit sur une caisse de munitions vide et fuma une cigarette, les mains tremblant d'épuisement et d'adrénaline. Il venait de commettre un crime qui pouvait mettre fin à sa carrière militaire, ou il venait de sauver des vies. Les 12 prochaines heures détermineraient lequel. À 08h15, le 13 août, le lieutenant de première classe Bob McClure effectua l'inspection pré-vol du numéro de série 02417 et ne trouva rien d'inhabituel. L'hélice ressemblait à celle de tous les autres corsaires. Le journal de maintenance montrait une inspection de routine, signée par Lefferts, sans mention de modification. McClure roula jusqu'à la piste de corail, fit monter le moteur en régime et décolla dans l'air humide du matin. La mission était une patrouille de routine. Montée à 4572 mètres, volée selon un schéma en circuit hippodrome au-dessus de Vella La Vella, surveiller la navigation japonaise, revenir après 90 minutes. Pas de combat prévu, pas d'héroïsme requis, juste une autre patrouille dans une guerre qui était devenue une routine épuisante de vigilance et de terreur occasionnelle. Mais à 4572 mètres, quand McClure poussa la manette des gaz à fond pour un contrôle radio avec la base, quelque chose arriva qu'il n'avait jamais vécu auparavant. L'aiguille de vitesse grimpa, et continua de grimper, au-delà de 611 km/h, au-delà de 644, se stabilisant finalement à 663 km/h, une vitesse qu'il n'avait vue qu'en piqué. En vol horizontal, à l'altitude de combat. Il réduisit les gaz confus, puis avança à nouveau. 663. Il essaya une montée peu profonde, 655. Un virage doux, 659 dans le virage, ne perdant que 3 km/h pour maintenir l'angle d'inclinaison. Pour la première fois depuis son arrivée dans le Pacifique, McClure pilotait un corsaire qui se comportait comme le manuel promettait qu'il le devrait. Il termina la patrouille, puis passa 20 minutes supplémentaires à effectuer des tests de performance improvisés. Taux de montée à l'altitude de combat. 914 mètres par minute, une amélioration de 152 mètres par minute par rapport au vol précédent. Accélération en vol horizontal, nettement améliorée, l'appareil répondant aux sollicitations de la manette des gaz avec des augmentations de vitesse immédiates plutôt que l'accélération paresseuse à laquelle il avait appris à s'attendre. Vitesse maximale à 3657 mètres, 672 km/h, dépassant la performance annoncée au niveau de la mer. Quand McClure atterrit et roula de retour vers le revêtement, il coupa le moteur, descendit et marcha directement vers Lefferts sans retirer son équipement de vol. La conversation fut brève. McClure demanda ce qui avait été fait à son appareil. Lefferts, conscient que mentir à un officier était également une infraction passible de cour martiale, lui dit la vérité. La réponse de McClure fut immédiate. Faites-le sur chaque appareil de l'escadron, ce soir si possible. Je me fiche de ce que disent les règlements. Si vous finissez au cachot, j'y serai avec vous. Le 18 août, les 18 appareils opérationnels du VMF 214 avaient reçu la modification. Le travail se déroula à la manière d'une chaîne de montage. Une équipe retirant les hélices, une autre chauffant et pliant les pales, une troisième réinstallant et testant. Les pilotes furent briefés en privé, on leur dit que leurs appareils avaient reçu une optimisation de terrain pour performance à altitude tropicale, ce qui était techniquement vrai bien que délibérément vague. Aucun ordre écrit n'existait. Aucune documentation officielle ne reconnaissait les modifications. Si découverte, l'escadron entier pourrait être cloué au sol et le personnel impliqué poursuivi. Mais, le 19 août, quand 8 corsaires du VMF 214 interceptèrent 15-0 escortant des bombardiers vers les positions américaines. Les résultats parlèrent plus fort que n'importe quel règlement. L'engagement dura 11 minutes.
Les corsaires, attaquant depuis l'altitude, plongèrent à travers la formation de Zeros à des vitesses dépassant 692 km/h. Quand les Zéros tentèrent d'échapper en accélérant en vol horizontal, la tactique qui avait fonctionné pendant des mois, les corsaires restèrent avec eux. Le lieutenant de première classe William March, pilotant le numéro de série 02389, poursuivit un 0 sur 11 km, se rapprochant régulièrement jusqu'à ce que ces 6 mitrailleuses de calibre 50 déchiquettent la section de queue du chasseur japonais à 183 mètres. Le capitaine Donald Sapp, dans l'appareil 02401, rattrapa un Zéro tentant de s'échapper en montée, le dépassa grâce à une puissance supérieure et le détruisit avec un tir en déflexion qui aurait été impossible si sa cible s'était échappée. Les corsaires revendiquèrent 7 victoires confirmées, 2 probables, aucune perte, aucun dommage significatif. La transformation fut immédiate et viscérale. Les pilotes qui avaient passé des mois à combattre avec un appareil qui les trahissait au moment critique avaient en soudain une arme qui répondait à leur volonté. Le lieutenant James Sweat, qui recevrait plus tard la Medal of Honor pour ses actions au-dessus de Guadalcanal, décrivit le corsaire modifié comme étant enfin l'appareil qu'on nous avait promis. L'avantage de vitesse signifiait que les pilotes de corsaires pouvaient dicter les termes de l'engagement. Ils pouvaient décider quand combattre, confiant qu'ils pouvaient rattraper n'importe quel appareil ennemi. Ils pouvaient décider quand se désengager, certains qu'aucun Zéro ne pourrait les suivre. Les implications tactiques inversèrent la dynamique du combat aérien du Pacifique. Les Heian, pilotes japonais, qui avaient appris à exploiter la mystérieuse lenteur du corsaire à l'altitude de combat, se trouvèrent soudain face à des appareils plus rapides, mieux armés, mieux blindés, et maintenant, enfin, performant à leur potentiel de conception. La nouvelle se répandit à travers les escadrons de Marines dans les Salomon. Les pilotes visitèrent Munda pour voir les modifications. Les chefs d'équipe observèrent la technique de Lefferts, prirent des notes, posèrent des questions. Début septembre, des corsaires modifiés opéraient depuis Henderson Field, Villa et Baracoma. Les modifications se répandirent par des canaux non officiels, de mécanicien à mécanicien, contournèrent entièrement la chaîne de commandement formelle et implémentèrent une solution de terrain à un problème d'ingénierie que les officiels à Washington insistaient toujours n'existait pas. Puis, fin septembre, une inspection de routine par une équipe d'assurance qualité de la Navy depuis Pearl Harbor découvrit les modifications. Un capitaine de corvette du Bureau of Aeronautics, inspectant les hélices à Munda, remarqua que les mesures de pas de pale sur les appareils du VMF 214 ne correspondaient pas aux spécifications d'usine. Il rapporta la discordance. Une enquête fut lancée. Le 1er octobre, Lefferts, Brinks et Hong faisaient face à une possible cour martiale. Le major Gregory Boyington, commandant du VMF 214, était menacé de révocation de commandement pour avoir permis des modifications non autorisées. Et toute la flotte modifiée de corsaires fut ordonnée clouée au sol en attente d'une révision d'ingénierie. Le dossier de la Navy était simple, du matériel militaire avait été modifié sans autorisation, des règlements avaient été violés, et l'intégrité du processus de certification des hélices avait été compromise. La peine maximale pour destruction de propriété gouvernementale en temps de guerre était 10 ans d'emprisonnement. Pour des modifications causant des victimes, des accusations d'homicide involontaire pouvaient s'appliquer. L'enquête fut approfondie et hostile. Mais alors les données arrivèrent. Ratio de victoire pour les escadrons de corsaires modifiés entre mi-août et fin septembre, 11,3 contre 1. Pour les escadrons non modifiés volant les mêmes missions, 1,7 contre 1. Les témoignages des pilotes furent unanimes. Les modifications amélioraient dramatiquement les performances aux altitudes de combat. Et peut-être, le plus accablant pour l'accusation, une révision d'ingénierie indépendante par des ingénieurs aéronautiques de la Navy formés au MIT confirma que les calculs de Lefferts étaient corrects.
Le pas de pale de l'hélice de 47,5 degrés était effectivement optimisé pour la mauvaise bande d'altitude. Aux altitudes de combat dans le théâtre du Pacifique, 45 degrés étaient supérieurs. Les modifications étaient non structurellement saines. Pas de fissures de contrainte, pas de préoccupation de sécurité. Les hélices passeraient n'importe quel test de certification. Fin octobre 1943, le Bureau of Aeronautics de la Navy faisait face à une situation impossible. Il pouvait poursuivre les hommes qui avaient enfreint les règlements, ce qui nécessiterait d'admettre que les spécifications de la Navy étaient fausses et que des mécaniciens de terrain avaient surpassé en ingénierie tout l'établissement aéronautique, où ils pouvaient reconnaître discrètement les modifications comme bénéfiques et émettre de nouveaux ordres techniques. Le 7 novembre 1943, l'ordre technique 0140 UC41 fut émis, standardisant les modifications de pas de pale pour tous les F4U1 et F4U1A Corsair opérant dans le théâtre du Pacifique. L'ordre ne faisait aucune mention de l'F-Hertz, du VMF 214 ou des modifications non autorisées. Il déclarait simplement que l'expérience opérationnelle a déterminé le pas d'hélice optimal pour la performance à altitude de combat et fournissait des spécifications pour l'ajustement de terrain qui correspondaient exactement à ce que Lefferts avait calculé sur la piste de Munda 2 mois plus tôt. Les adaptations se poursuivirent immédiatement. En janvier 1944, des milliers de corsaires portaient les hélices modifiées. L'impact sur la guerre aérienne fut mesurable et immédiat. Les ratios de victoire des corsaires grimpèrent régulièrement. 14 contre 1 à la fin de 1944, 18 contre 1 pendant la campagne des Philippines et plus de 20 contre 1 pendant les derniers mois de la guerre. L'appareil qui avait lutté contre les Zéros en 1943 devint le chasseur embarqué dominant dans le Pacifique, crédité de la destruction de plus de 2000 appareils japonais à la fin de la guerre. Lefferts ne reçut aucune médaille, aucune citation officielle, son nom n'apparaît dans aucune histoire de la Navy sur la campagne du Pacifique. Le dossier d'enquête fut scellé et le registre formel stipule seulement que l'expérience de terrain a conduit à l'optimisation de l'hélice fin 1943. Il continua à travailler comme chef d'équipe jusqu'à la fin de la guerre, formant d'autres mécaniciens, maintenant des appareils et résolvant les petits problèmes mécaniques qui s'accumulent dans les opérations de combat. Après la guerre, il retourna en Indiana, travailla dans un atelier de réparation de tracteurs et parla rarement de son service. Quand son petit-fils l'interviewa en 1987 pour un projet scolaire, le seul commentaire de Lefferts sur les modifications d'hélice fut « Les avions ne fonctionnaient pas correctement. Nous les avons réparés. C'est ce que font les mécaniciens. » Il mourut en 1991 à l'âge de 79 ans. Mais les implications de ce que Lefferts fit s'étendirent bien au-delà d'un type d'appareil ou d'un théâtre de guerre. Sa modification devint une étude de cas à la Naval Test Pilot School, utilisée pour enseigner que les spécifications sont des hypothèses, pas des écritures linéaires saintes. Elle influença les procédures de modification de terrain pendant la guerre de Corée, où les conditions de combat révélèrent à nouveau des hypothèses de conception qui ne survivaient pas au contact avec la réalité. Elle démontra que les hommes les plus proches d'un problème, ceux qui le voient quotidiennement et en subissent les conséquences, peuvent parfois percevoir des solutions qui échappent à l'analyse experte, et elle posa une question inconfortable avec laquelle les bureaucraties militaires ont lutté depuis. Comment créer un système qui encourage l'innovation tout en maintenant la sécurité et la standardisation ? La réponse, telle qu'implémentée dans les décennies après la Seconde Guerre mondiale, fut un processus formel pour les modifications de terrain. Des groupes consultatifs techniques, incluant le personnel de maintenance, et la reconnaissance que les opérations de combat génèrent des informations que les tests en laboratoire ne peuvent pas reproduire. La maintenance aéronautique moderne inclut des mécanismes de retour
structuré où les chefs d'équipe peuvent signaler des anomalies de performance sans crainte de punition pour avoir questionné des décisions d'ingénierie. Le processus est lent, bureaucratique et imparfait, mais il existe parce qu'un mécanicien dans les îles Salomon, travaillant à la lumière d'une lanterne avec des outils empruntés, a prouvé que les règlements devraient servir la réalité, et non l'inverse. Le F-4U Corsair poursuivit une carrière de service distinguée. Il vola des missions de combat en Corée où sa vitesse et sa capacité de charge utile en firent une plateforme d'attaque au sol efficace. Il servit avec des forces aériennes étrangères jusque dans les années 65. Des versions de course établirent des records de vitesse au Reno Air Race. Les ailes en W inversées et l'hélice massive restèrent des symboles iconiques de la puissance aéronautique américaine. Mais l'appareil qui devint légendaire n'était pas tout à fait l'appareil que Vought livra en 1943. C'était l'appareil que Jim Lefferts, Eddie Brinks et Tommy Hong créèrent sur une piste du Pacifique, pliant l'aluminium degré par degré en défiance des règlements parce que des pilotes mouraient et que les canaux officiels étaient trop lents pour les sauver. Le 19 août 1943, à 9h47 du matin, le lieutenant de première classe Robert McClure regarda un zéro s'éloigner de son corsaire et ressentit l'impuissance particulière de la trahison technologique. 3 semaines plus tard, pilotant le même appareil avec une hélice pliée de 2,5 degrés hors spécification, il poursuivit un zéro à l'altitude de combat, se rapprocha à portée de tir et fit feu. Le zéro se désintégra. McClure retourna à la base, atterrit, et dans son rapport d'action écrivit simplement « Performance de l'appareil normal. Appareil ennemi détruit. » Normal, c'était le mot. Parce qu'à ce moment-là, les hélices modifiées étaient devenues la nouvelle normalité et les anciennes spécifications étaient discrètement oubliées. La guerre avait avancé. Des pilotes vécurent qui seraient morts. Et quelque part dans les registres de maintenance, si quelqu'un se donnait la peine de regarder, 3 mécaniciens avaient commis un crime qui sauva des centaines de vies en reconnaissant que la réalité ne lit pas les manuels techniques. Les pales d'hélice tournent toujours. La physique n'a pas changé. L'air dense, à l'altitude de combat, requiert toujours un pas différent de l'air raréfié à haute altitude. Mais la leçon demeure gravée dans le métal par chalumeau à acétylène et clé à pipe. Les gens qui utilisent l'équipement, qui risquent leur vie en dépendant, qui voient ces défaillances dans le sang et le feu, savent des choses que les ingénieurs ne peuvent que calculer. Et parfois, enfreindre les règles est la seule façon de survivre assez longtemps pour prouver qu'elles étaient fausses. Jim Lefferts plia des pales d'hélice de 2,5 degrés à la fois. Il plia les règlements, il plia la bureaucratie, et ce faisant, il remodela la guerre aérienne du Pacifique, prouvant que l'innovation sous pression, exécutée par des mains compétentes avec tout en jeu, peut changer l'histoire 1 degré à la fois.